GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour brille ma couronne. GLTV.com. GLTV. Que Dieu fasse que GLTV devienne big and bigger every day. Ok? Les gars, l'équipe de GLTV, ce n'est pas une petite TV. Ok? Faut mettre l'amour dedans et le travail. Et ça paye. Et vous verrez, un jour on en reparlera. Que Dieu fasse que GLTV devienne big GLTV. Merci. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Toubabo Boudelo et Kado Young. Aujourd'hui, nous sommes invités à un endroit où il y a des dédicaces de livres pour un événement pas comme les autres, le Doctor Honoris Causa 2015 de l'Université catholique de Louvain, qui sera donné. Et parmi les gens qu'on a cités, il y a une grande dame, Eve Ensler, qui est toujours aux côtés de Christine de Schreiber, des gens qui militent pour une cause, et cette cause est la République démocratique du Congo. Et plus on doit le dire haut et fort, le Kivu. Et le Kivu, il y a Bukavu qui est aussi cité, la cité de la joie qui est aussi reprise. Donc vous allez voir à travers ces images ce qui s'est passé en ce jour. Restez connectés. Merci. When you suddenly understand that violence against women is the methodology that sustains patriarchy, then you suddenly get what we're in this together. Women across the world are in this together. So at a moment you understand your subject is universal. For a writer, isn't it a great kick? It was really exciting. I think when I initially performed the play and I was invited to various countries at the beginning, I was astounded how women and men laughed at the same places and cried at the same places. But I'll tell you one incident where I got that the story of women, although it manifests itself obviously differently from culture to culture, the underlying story of patriarchy is exactly the same story everywhere. I was in Islamabad when a group of actors from Pakistan were performing the play in the first underground production in Pakistan. It later became performed publicly. But when they performed it, it was just an amazing moment because the theater, there was literally a screen and the men had to sit behind the screen. They couldn't sit in the same room with the women. And when the women performed it, there were a whole group of women from Afghanistan who we were working with who had come to see the play. And I sat in that room while women laughed hysterically, so much so that their chadors fell off, and where they cried. And I understood for the first time that our struggles are completely united around the world. That what we are struggling for is the liberation of our bodies, so that they are not grounds for the violation and for the abuses and for the rapes and for the domination. And that what we're struggling for is the liberation of our sexuality, which is our life force. And I think that really was one of those moments where you understand that there is this common language and this common reality that crosses all borders, all cultures, all races. And it was a very profound moment. On peut l'imaginer. Mais vous restez, malgré votre cause, votre combat, vous restez quand même dans une démarche artistique. Vous êtes artiste et il y a une déclaration intéressante de vous que j'ai retrouvée et qui refait le lien entre votre travail artistique, votre plume, hein, puisque c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui, et votre combat. Vous expliquez à quel point l'écriture pour vous doit être vivante. C'était dans Le Monde en 2011. Vous dites, le théâtre, c'est un peu comme ces fleurs chinoises qui ne ressemblent pas à grand-chose jusqu'à ce que vous les plongiez dans l'eau où elles s'épanouissent. Un texte de théâtre, dites-vous, sur le papier peut être très bien, mais il révèle toute sa puissance quand vous placez des acteurs sur scène, qu'ils sont dirigés, éclairés. Enfin, tout simplement en français, ça s'appelle Dans le corps du monde, j'aurais pu le deviner. Et alors, elle raconte ce moment où on lui enlève ce que les médecins croient être une tumeur, ce qui est une tumeur, mais elle la représente tout à fait différemment. Elle dit ceci: je ne leur dis pas que ce qu'ils enlèvent ressemble à une tumeur, mais qu'en réalité, c'est un monument de chair en moins, énorme et rond.
une pelote de cellules constituée d'histoires de femmes faites de larmes, de cris silencieux, de dos courbés et de la solitude propre à la violence. Une créature de chair née des secrets de la brutalité. Mon corps a sculpté cette tumeur pendant des années, moulant les fragments de douleur, le résidu argileux des souvenirs. Moment très fort de ces... You wrote it yourself, so I think you know what I'm saying, you know what I mean. So is it the same fight, or are you now experiencing something new in your writing? Well, I think, you know, we are still fighting violence against women in the world. Unfortunately, the struggle is long from over. I think if we look around the world, and I would like to introduce my sister, Christine Schuler de Schrijver, who's here from the Congo. She's a really great leader and a visionary in Bukavu, and she runs the City of Joy, which is an amazing revolutionary center for Congolese women turning their pain to power. And we are in sisterhood and collaboration. But she's just come from the Congo, where a week ago she held a child in her arms who was, you know, under a year old and who was brutally raped. So we know in the Congo, everywhere in the world. I've just been traveling throughout Asia. I was in India, I was in Taiwan, I was in the Philippines, I was in Guyana, I was in Haiti, I was in America. The struggle to end violence against women is a powerful, endless struggle. And I will never not be engaged in that struggle until the violence stops. But I think the way we come at things changes, you know? I think sometimes you take a hammer, sometimes you swim up to it, sometimes you coat it with love, sometimes you tell another story and that opens the door on the side. I think my passion will always be for the liberation of women, because I think the liberation of women is the liberation of men. I think they're inseparable. And I think until women are free, we will never know freedom. But I also think we can't not look at all the attending struggles, whether they be economic exploitation and violence. As we know now, 1% of the world owns 1/2 of the wealth. And we have to look at the intersections between violence, we have to look at the intersection between racisms, we have to look at the intersection between the destruction of the environment. And I think all of these things feed into the other, and I think economics is at the heart of everything. I think, you know, we look at the state of the world right now and how many women on this planet are suffering violences, it is directly proportionate to the level of poverty and the level of economic deprivations they're living in. So I think my interests in terms of exploring the subject are expanding and widening, because I think to constantly get to the root of things, you have to keep digging deeper. Et c'est un aspect de votre travail que j'aime bien, c'est un peu cette globalisation finalement, c'est pas que les violences physiques finalement, et vous le disiez dans une interview au Monde où vous dites impossible d'isoler les actes de violence exercés envers les femmes des autres formes de violence qu'elles subissent, injustice économique, esclavage, chômage, manque de respect et dépréciation des tâches exercées par nombre d'entre elles, impérialisme, militarisation, commercialisation et vente du corps des femmes. Voilà, c'est vraiment un aspect important de votre combat et qui continue sous différentes formes en fonction de votre propre évolution à vous, et c'est vraiment intéressant de voir que les phases que vous traversez vous-même se reflètent dans votre œuvre, mais qui est toujours une œuvre généreuse et ouverte vers les autres et vers un combat particulièrement important. Un combat particulièrement important, André Brink en a mené également dans son travail d'écrivain. Donc André Brink, il est né en 1935 à Vrede, qui est une petite bourgade, je crois, en Afrique du Sud. Vrede, en néerlandais, ça veut dire la paix. J'imagine qu'en afrikaans, ça ne doit pas être très loin. Et c'est un peu, finalement, ce qui l'a animé. Il raconte un peu ses débuts, je trouve que c'est intéressant aussi. Il racontait en 82, là où il est né, finalement. Il explique, mon père était magistrat, et j'ai passé mon enfance dans une série de petits villages sud-africains, c'est-à-dire dans un univers conventionnel et conservateur. Jusqu'à ce que je vienne à Paris, je n'avais jamais rencontré des gens de couleur. Fascinant, là nous sommes en 82, vous expliquez ça au journal Le Monde. Et puis, vous racontez ensuite ce voyage à Paris, qui remonte à 59. Là, vous allez à Paris, et là,
c'est un choc. Vous pouvez un peu nous raconter pourquoi? Vous l'avez déjà expliqué une fois l'autre, mais j'aime bien la façon dont vous le racontez. Oui, ça c'est certainement quelque chose de très difficile à expliquer, parce que je suis sud-africain, j'étais né au milieu de l'oppression la pire du monde, au cœur de l'apartheid. Mais il me fallait venir à Paris et vraiment avoir l'occasion de me mêler aux gens de couleur d'un peu partout dans le monde, de l'Afrique d'abord, mais aussi certainement de l'Amérique du Sud, de peu partout ailleurs, et d'avoir l'occasion de me rencontrer sur un plan d'égalité. Nous avons les mêmes intérêts. Nous étions passionnés tous par les études que nous faisions à la Sorbonne ou ailleurs. Et c'était une occasion vraiment inattendue, quelque chose que nous n'avions jamais avant rencontré dans notre vie de tous les jours. Avant de venir à Paris, d'avoir cette occasion merveilleuse de rencontrer des amis et vraiment de nous associer aux amis de toutes sortes et venant de tous les côtés du monde et qui avaient connu sous une forme ou d'une autre cette même oppression de la femme par l'homme. De la femme par celui qui a vécu depuis beaucoup pouvoir dans n'importe quelle situation. Et ce que nous avions en commun, c'était cette découverte de l'inégalité des deux sexes et de la nécessité de commencer n'importe quelle révolte avec la révolte contre le sexisme, contre l'oppression de la femme par l'homme. Et c'était cette découverte qui pour moi commençait avec l'apartheid. I think when I was younger, I had a dream that women would grow up and they wouldn't be threatened by violence everywhere they turned, and they would be free, and they would love their bodies, and they would feel good in their bodies, and they would be attached to their sexual desire without shame. And now I'm older, and I see how long the struggle is. You know, last night, of course I agree with Andre. I think we have a long way to go before we're liberated, in a world liberated from racism, from sexual exploitation, from economic exploitation, from environmental exploitation. But you know, last night I was on a conversation. As some of you may know, there is a movement called 1 Billion Rising, which is a movement of women across the planet, the 1 billion women who will be raped or violated, and all the men who love them, to rise and dance and transform existence. And this is the 3rd year, and it's 1 billion revolution is the theme this year. And last night I was on the phone with 25 coordinators around the world, representing about 200 countries and regions. And it is unbelievable what's happening this year. The risings, all of the provinces of Afghanistan, 200 risings in the Philippines, all of India. And what we realized when we hung up the phone is that our revolution has just begun. And I think the older I get, I think we're getting someplace, and then I go, no, we've just begun. But it's getting deeper, and it's getting more profound, and it's getting more possible to actually bring about a revolution. But you know, there's a beautiful expression in Nicaragua, which is that struggle is the highest form of song. And I intend to be in the struggle until I die, and I hope all of you will be in the struggle until you die. Le combat est la forme la plus aboutie du chant, c'est un peu ça. Et alors, c'est intéressant aussi, donc c'est 1 Billion Rising, je traduis un petit peu ça parce que donc ça se passe le 14 février, c'est ça? Donc c'est dans quelques jours. Ça se passe aussi à Bruxelles, donc le principe c'est que des gens se mettent à danser partout dans le monde pour la cause que défend Evansler, et donc chacun est libre d'organiser ça dans son pays. Voilà, c'est aussi une des formes modernes du combat qu'a pris
l'œuvre. 15 heures devant la gare centrale. 15 heures devant la gare centrale, voilà, pour celles, can man be there as well and dance with me? Yes, sir. Voilà. I just want to say we're not going to end violence against women unless men participate, because guess what? We're not raping ourselves. So unless men join in, guess what? We're not going to end violence. So men are more than invited, and I have to say, all over the world, men have been rising, men have been speaking up, men have been joining this struggle, and the more men who join this struggle, the more possible it will be to end the violence. Voilà. On peut peut-être maintenant ouvrir un peu le débat à vous, si vous souhaitez poser une question à l'un de nos deux invités ou aux deux. Nous sommes tout à fait à l'écoute. I was wondering if the violence, the physical violence, I mean, against women, did it increase to happen what we know nowadays, especially in some parts of the world like Congo, like in Islamist countries, but not only. So has it increased or was it always at the same level? And isn't it because women are empowering more and more and it's a kind of opposition, a kind of resistance? What do you think? Voilà, si elle a pris cette ampleur, est-ce que c'est parce que justement les femmes résistent et donc peuvent engendrer elles-mêmes cette violence? Je ne traite pas Empowerment, c'est émanciper plus que résister. Émanciper, voilà. Mais bon, en même temps. I think I want to say something, you know, about violence in other countries. We always in the West like to say there's more violence in other countries. Ne pas vrai. Ne pas vrai. The rates of violence in France, in Brussels, are astronomical. The même chose in les États-Unis, the même chose in UK. I have never been in a country where the statistics are not the same. And people say all the time to me, but in India, there's 1 billion people in India. So of course there's more women being violated, but the proportions are exactly the same. I think there are many factors that are hard to determine. I think now many more women are speaking out about the violence because we have created a context and safety and a movement for women to speak out. So it's unclear whether violence is escalating or whether we're hearing about more violence. I think in many places violence is escalating in a direct relationship to women coming into their power. There is no doubt about it. Because there are patriarchal power structures that do not want to see women have voice, have leadership, have independence, have economic wealth. So I think those things are true. But I also think that what's happening right now, and I'm seeing this in 1 Billion Rising, is that there is a global unity beginning to come together where women around the world are understanding that even though the forms of violence may vary from country to country, the idea of violence is there for a very specific reason, and we need to unite globally in order to address it. And I think that's one of the beautiful things, that's just seeing how people are using and adapting and taking 1 Billion Rising into their own communities and villages and doing what they want with it, making it very local, very autonomous, but at the same time connected to a global struggle. Well, I can't lie and say that I haven't come back from weeks in the Congo and not imagine shipping crates of AK-47s to the women of Congo. I imagine it all the time. I do. I can't tell you that I've been to the slums of Philippines where little girls are being forced to expose their vaginas over sewers and have nothing, and I don't come home in dreams of just blowing up corporations. I do. I dream about it all the time. And they're dreams, they're not realities. I think part of us, if you're facing reality and looking at what's really happening, you accumulate an enormous amount of rage. And if you don't, you're dead. Because you can't see injustice on the scale that we're living in the world right now and not feel rage. The trick is what we do with our rage. How do we transform our rage into revolutionary action where we don't become perpetrators of the same crimes? And I think that's the work. That is the work. And I think sometimes we have to push our rage up to the very, very limits of disruption where people get a little scared but we don't hurt them. Sometimes I think that's necessary. I do, because I don't think things change without it.
And sometimes I think we have to find the language, and I think that's one of the things as a writer you're constantly searching for is what is the language which will open people's hearts and allow them to be able to experience the suffering of people outside their own bubbles, where they realize that our attachment to each other is absolutely intrinsic. My life is not separated from my sister in the Congo. I am using a cell phone of coltan that comes from the mines in the Congo, which is being pillaged, and her body is actually the landscape of rape in which that cell phone is being taken. There is nothing we're not connected to in the world. We can choose to be blind to it, we can choose to push it out, but the truth is we are absolutely all connected in one global story. Des femmes africaines intégrées actives ici en Belgique. Et je suis le travail de Eve Ensler depuis des années. Et vraiment, j'étais touchée par ce qu'elle a fait au Congo, hein, avec Christine Schul. Et vraiment, je tenais vraiment à être ici aujourd'hui pour d'abord la féliciter pour le docteur Maurice Koza. Et surtout pour lui demander pourquoi elle ne reste pas en Afrique finalement, parce qu'elle se sent si bien. She asked you why don't you stay in Africa, because you feel so good there and you're making so good things. C'est une bonne question. Je reste à Afrique et 2 mois des années à Bukavu. So, j'espère, parce que c'est nécessaire que je travaille. Et c'est difficile trouver le travail au Bukavu. Mais j'espère, as time goes on, I will spend more than 2 months a year in Congo and more, but j'adore Afrique. Okay, thank you very much. À mes côtés, j'ai monsieur Bernard Demonti, qui est aussi journaliste du Soir. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, un tel événement où vous êtes vraiment au centre pour pouvoir tenir un tel débat, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel sentiment avez-vous par rapport à ça? Moi, je trouvais que c'était très riche parce qu'on avait 2 auteurs vraiment mondialement connus d'abord, mais ça n'est pas tout. On peut être mondialement connu et ne pas dire grand-chose. Et ici, ils ont vraiment donné beaucoup d'eux-mêmes, quoi. Donc, c'était très profond et j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. Dites-moi, en parlant de cette cause qui est l'être humain, qui est remise encore en valeur par les 2 auteurs, en tant que journaliste, un petit mot sur ça? Mais je trouve que c'était très fort parce que justement on parle ici à une web TV africaine, on était vraiment au centre des questions qui se posent en Afrique notamment, ou qui se sont posées avec l'apartheid en Afrique du Sud, la violence faite contre les femmes, des thèmes universels mais qui hélas aussi en Afrique ont une portée, et les 2 auteurs ont beaucoup travaillé en Afrique, donc moi c'est quelque chose ça fait partie des choses qui m'ont touché, de les entendre parler de la façon dont les choses évoluent, dont ils ont pu contribuer à ce que ça change. Je trouvais que c'était vraiment sympa, quoi. Ouais. Quelque part pour vous, il y a de l'espoir, quelque part? En les entendant, c'est marrant, oui, on se dit qu'il y a de l'espoir, mais qu'on est encore loin du but, quoi. Qu'ils disent tous les deux, même André Brink, qui a vu la fin de l'apartheid, dit qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que l'oppression peut se manifester d'autres façons. Et donc, oui, sur certains combats, mais on se dit qu'il y a encore beaucoup de travail, quoi. Voilà. Merci à vous d'avoir accepté de parler sur GLTV. Merci. Avec plaisir. Merci. À vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, nous avons cette grâce, nous avons cette opportunité, cette chance d'avoir à nos côtés Madame Eve Ensler. Madame Eve Ensler a vraiment fait ce qu'on dit, toucher là où l'être humain est touché à sa plus profonde de la situation critique en tant que femme d'abord, on doit le dire, et en tant que personne qui a besoin qu'on l'écoute aussi. Elle nous a sorti les monologues du vagin et qui a cartonné partout sur la terre. Les gens sont allés voir cette pièce de théâtre, ont été touchés. Parce que c'est une pièce de théâtre qui relève encore cette cause humanitaire. Et aujourd'hui, il y a le livre qui est ici, exposé ici. Ses écrits, ses lignes sont aussi repris ici, dans le corps du monde. Dans le corps du monde, vous savez trouver tous les détails sur ce qu'elle a fait, sur son parcours. Donc, nous vous demandons en tout cas à tous, partout où vous allez voir ce livre, allez vous le procurer parce que ça vaut vraiment la peine. On doit vraiment, on dit, on toque à cette porte et ouvrez cette porte, allez acheter ce livre. Et il n'est pas trop cher. C'est un prix où vraiment vous pouvez le garder dans votre, on peut dire, bibliothèque personnelle. Et le livre est là, dans le corps du monde, avec Madame Eve Ensler. On va rentrer un peu dans les détails. Bonjour Madame Eve Ensler. Bonjour, Jambo Mama. Jambo Mama, the way she said it in Swahili. I'm very happy to hear you. I'm very to be just
behind you. Can you just tell me something? We saw all these people, they was very happy to come and to share what you give people in this book. Can you say something about it? Well, the book is really looking at a period of time where I had stage 3/4 cancer, and I had very bad surgery. I lost lots of organs. I was in chemotherapy, and it was the same time as I was working with Christine Schuller-Descriver and Dr. Mukwege and a lot of Congolese women to build City of Joy, Cité de Joie in Congo. And the book is really looking at how what happens in our body is very much connected to what happens in the world, and that there's no separation. Yes. So tell me, how was this, to be in Congo? I know it's a very part of Congo that where people that are waiting hurts, women. What can you say? I think that what's been going on in Congo for the last 14 years is an atrocity. You know, we're talking about the death of 6 million people. Hundreds and thousands of women have been raped and murdered and tortured. And I think the world is complicit in that, because the world is pillaging the minerals from the mines, minerals like coltan, which go into our cell phones and iPhones and PlayStations. So we're all connected to that war. And I think when I was invited to come by Dr. Denis Mukwege 8 years ago, I went into his hospital and I sat and I listened to the stories women wanted to tell me, and I have to say it changed my life. And I knew that we really needed to work with and join forces with the women of Congo and do whatever we could, and that they would direct us and determine what they wanted, and we would find the resources to support them. Okay, thank you very much to be there. How is the City of Joy doing now? City of Joy is amazing. We've graduated over 500 women. They are flourishing. They are leaders. They are empowered. They have turned their pain to power, and they are doing extraordinary things in their communities, building collectives, talking back to the government, you know, uniting with other women and teaching what they've learned, starting businesses, going to school. I think in several years we're going to see a big change in the Congo. Okay. What can you say to all these people that really want to help the City of the Joy, that they want to do something? What can you tell them? Well, I think you can go to cityofjoy.org. You can go to vday.org or cityofjoy.org, and you can go in and to see if you want to support it financially. If you want to, it's just how can you open your mind to knowing what's going on in the Congo and reading about the Congo and thinking about the Congo. And I think the more you know, the more you'll be motivated to do things. Of course. I want really to thank you. I just want to tell you something about all these Congo people, all these African people. They really want to thank you a lot for what you are doing for the African community. Thank you. Thank you. That means a lot to me. Thank you very much. God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. Et il y a quand même une invitation spéciale où nous invitons tout le monde le 14 février. Le 14 février. Venez nombreux. Miss Elena, à quel endroit? C'est donc à la gare centrale à 15h, il y a le 1 Billion Rising. Donc il faut se retrouver tout le monde dans l'esplanade devant la gare centrale pour bouger, danser, se lever pour la violence faite aux femmes dans le monde entier. Tout le monde sera debout. Voilà. Ansela, something about it? I just want to say 1 Billion Rising this year is going to be off the charts. It's 1 Billion Rising Revolution. Women are rising, and men, all the men who love them, and we want you all to join men, good men, stand up for women and stop violence across the planet. But 200 countries are rising in villages, cities, and towns, and we want all of you to join us to make a world where women are safe and free and sexual and alive. Voilà, et Madame Christine Descriver aussi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau du Congo, le 1 Billion Rising sera organisé à Bukavu, à la Cité de la Joie. Il sera organisé à Kinshasa, devant le Parlement, même si ils seront en vacances parlementaires, et dans beaucoup de villes, d'autres villes et même de villages au niveau du Congo. Voilà, donc nous invitons tout le monde, peu importe où vous êtes, au Sénégal, au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Kenya, peu importe là où l'être humain est touché. 1 Billion Rising, le 14, sortez de vos maisons, sortez pour vraiment bouger et laisser des traces. Merci. Et il y a une autre date au rendez-vous, le 13 février aussi, à l'Université catholique de Louvain. Venez nombreux parce qu'il y a quelque chose qui va aussi se passer.
Un petit mot? 1 Billion Rising, mais les étudiants repartent chez eux le samedi, donc nous l'organisons la veille, nous l'organisons le 13 à 13h. De 13h à 13h30, on se lève contre la violence faite aux femmes et pour que les femmes soient debout. Et ça va se passer où ça? Sur la place de l'université à Louvain-la-Neuve. Voilà, donc tous les jeunes, sortez de vos côtes, venez faire du bruit, mettez-vous vraiment à l'esplanade, faites du bruit, 1 Billion Rising, donc sortez, je serai là pour voir qui sera sorti, merci. Vendredi 13, merci monsieur. À vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, aujourd'hui nous avons l'excellence et cette grâce d'avoir à nos côtés Madame Christine de Srèvres. Madame Christine de Srèvres qui milite chaque jour, qui a quand même, on peut le dire haut et fort, qui s'est privée de sa propre vie pour une seule cause, la Cité de la Joie, pour cette communauté de la République démocratique du Congo, à Bukavu, au Kivu, pour toutes ces femmes qui sont violées, pour tous ces enfants violés, pour tous ces gens qui souffrent à cause de cette guerre. Bonjour Madame Christine de Srèvres. Bonjour Rika. Comment vous allez? Ça va. Nous vous remercions énormément parce que vous êtes quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, on doit le dire quand même, et vous avez accepté de parler sur GLTV1.com. Vous accompagnez Evansler qui est aussi, on peut dire, avec vous pour cheminer à élever vraiment cette Cité de la Joie au Kivu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les gens qui vous suivent et qui ont vu votre intervention aujourd'hui? Moi, je pense qu'on devrait demander simplement au monde de ne pas ignorer ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce n'est pas une fiction. Il y a des violences qui continuent. Il y a des bébés qui sont violés. Il y a des femmes qui sont violées et des jeunes filles qui sont violées. Et tant que ça va continuer, ils vont nous trouver sur leur chemin. C'est ce que je dis pour le moment. Je m'étais éloignée sciemment de la presse depuis quelques années parce que j'ai fait énormément de documentaires au point même de ne plus pouvoir marcher dans les rues de Bruxelles sans se faire reconnaître. Et à un moment donné, j'ai dit que ça devait s'arrêter parce qu'il n'y avait absolument rien qui changeait. Donc je me suis dit, on va construire la Cité de la Joie. Je vais disparaître un petit temps, mais maintenant je pense qu'il est temps de faire mon comeback pour continuer à mobiliser la communauté, non seulement nationale, mais aussi internationale. Parce qu'on ne doit pas oublier que c'est d'abord un problème congolais. Donc on doit d'abord faire appel aux autorités congolaises avant de parler. Moi, j'évite en général de parler de la communauté internationale parce que c'est un problème national et nous devons essayer de trouver des solutions au niveau national. Et c'est pour ça qu'au niveau de la Cité de la Joie, on essaye de former les jeunes femmes, donc les survivantes de violences basées sur le genre, pas seulement sexuel, on essaye de créer un leadership pour que ces femmes puissent se prendre elles-mêmes en charge et éviter d'avoir trop de porte-parole. Voilà. Madame Christine de Srèvres, en voyant toutes ces publications que vous avez faites, toutes ces vidéos que vous avez faites, tous ces interviews, quelque part, vous vous dites que votre travail a quand même payé, a fourni quelque chose? Oui, je pense que ça a payé parce que n'eût été tout ça, on n'aurait pas rencontré une femme comme Evansler, qui n'est pas comme nous. Moi, j'ai la moitié du sang qui coule dans mes veines est congolais. Je suis né au Congo, à Bukavu. Donc, de voir une femme comme Evansler, on a pu utiliser sa notoriété, qui nous a aidés, qui nous a offert ce centre qui est la Cité de la Joie et un autre grand programme agricole. On n'a plus besoin d'être transformé en mendiante pour chercher des fonds. Nos fonds sont assurés. Donc, pour moi, je pense que on n'a quand même pas perdu notre temps pour rien, mais à un moment donné, c'est devenu du voyeurisme. Vous voyez, ce problème a commencé depuis 1996. Et quand je vois des personnes aujourd'hui qui viennent au Congo, qui veulent encore écouter les filles pour écouter les mêmes histoires qu'on peut trouver partout sur Internet, qu'on veut les photographier comme des animaux en zoo, moi je suis désolée, mais moi ça me donne des allergies parce que souvent je me pose la même question. Si je devais prendre une délégation de Congolais, me retrouver à l'hôpital Erasme, aller photographier, aller filmer des personnes avec le cancer au stade terminal, c'est tout simplement indécent. Et on doit arrêter, ce n'est pas parce que ce sont des Africains, que ce sont des animaux en zoo qu'on va photographier sans aucune humanité et sans aucun respect. Tout à fait, ça c'est un message très profond parce qu'on doit se dire quelque part que cette communauté africaine et surtout celle qui est en République démocratique du Congo qui subit de telles atrocités ne mérite pas aussi qu'on les minimise quelque part. Oui, tout à fait, parce qu'on les a. Ce n'est même plus au stade animal. C'est une chosification de la personne humaine. Et quand on discute parfois avec des journalistes, ils disent oui, mais on a besoin de voir. Mais vous avez besoin de voir quoi? On est d'accord. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est boulimique de toute la misère humaine. Mais il faut quand même arrêter parce que nous-mêmes, nous sommes des femmes. Donc lorsqu'on viole une femme, lorsqu'on viole un enfant, on s'identifie à ces gens-là, la douleur. Déjà, quand vous allez simplement faire un check médical et que le médecin
vous rentre dedans, ou je ne sais pas comment je dois m'exprimer, mais imaginez déjà cette douleur. Alors quand on vous rentre dedans avec des baïonnettes et après vous devez presque poser parce que la presse est là, je suis désolée, il y a un problème. Hein. Il y a un sérieux problème. Madame Christine de Schrijver, en parlant de ça, nous savons que pour le moment, on utilise cette arme qui est le viol en République démocratique du Congo. Et vous qui vivez dans cette ville, vous qui voyez tout ce qui se passe, chaque jour que vous sortez de chez vous, il y a quand même quelqu'un qui est touché. On ne doit pas dire quand même, il y a quelqu'un qui est touché. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui, quand même on peut le dire haut et fort, qui veulent vraiment aider et qui se méfient des fois de toutes ces associations, tous ces gens qui se disent on va faire quelque chose et ils n'ont pas de suite. Et vous qui militez pour cette cause, la Cité de la Joie, je le répète encore une fois parce qu'il y a du boulot. On ne permet pas aux gens de filmer dans cette Cité de la Joie parce que vous préservez quand même cette vie privée de toutes ces femmes, tous ces enfants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens qui veulent vous aider? Moi, je suis très méfiante des associations et je vous ai dit, je suis d'abord une femme, j'ai énormément de fierté. Donc, je déteste aller mendier ou dire aller aider. Mais quand on veut aider aujourd'hui grâce au net et aux nouvelles technologies, par exemple, je pense, si vous voulez, parce que je suis aussi la vice-présidente de la Fondation Panzi, Dr Mukwege en est le président. Donc, quand on veut aider à faire quelque chose, il faut aller sur le site. Il y a des liens qui vous envoient sur les comptes bancaires et éviter de distribuer l'argent en cash ou derrière les coulisses, etc. Donc, il y a des sites officiels et je vous dis personnellement, je ne prends jamais d'argent. Si on veut aider, on va à travers les sites et on donne l'argent. Ou quand vous allez au Congo, vous avez des valises vides. Je ne sais pas si vous voulez investir 100 €, allez chercher quelque chose pour les enfants, allez chercher quelque chose pour les femmes et prenez vos 46 kilos que vous avez droit pour aller justement faire plaisir à quelqu'un. Voilà, donc à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, on le souligne, la Cité de la Joie, il n'y a pas des sous qui passent à travers des associations ou je sais pas comment. Il y a un lien qui est relié sur la Cité de la Joie. Vous allez sur le net. On vous permet d'évoluer avec cette science. Donc, allez-y et si vous avez besoin de quand même bouger votre cœur et faire vraiment quelque chose, c'est là-bas où il faut le faire. Madame Christine de Schrijver, on sait que c'est pas évident votre métier. Vous avez votre vie privée aussi et sacrifier votre vie pour cette cause. Je crois qu'on peut vous le féliciter vraiment haut et fort et le dire que vous êtes quelqu'un qui vous méritez tous les prix du monde. Non, vous savez, d'abord, je suis une personne un peu anti-prix parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont transparentes et qui n'ont pas la chance de voyager comme nous, qui méritent amplement, je pense, les plus grands prix du monde. Donc, c'est souvent ces personnes-là qu'on réfère. Comme il y avait cette assistante sociale, un jour, on voulait me remettre un prix au Canada, mais c'est une assistante sociale qui travaille au niveau de l'hôpital de Panzi. C'est un rayon de soleil, elle s'appelle Mama Esther, et j'ai proposé plutôt cette femme-là qu'on ne connaissait pas et qu'on a découverte, qui a eu ce prix-là. Et puis vous parlez de sacrifice. C'est vrai qu'il y a des sacrifices, mais vous savez, moi j'ai vu ma mère souffrir tout simplement parce qu'elle était noire. Elle n'a jamais été à l'école. Donc déjà depuis mon plus jeune âge, je n'ai pas voulu devenir comme ma mère. Et aujourd'hui, se sentir utile et travailler pour une bonne cause, je dois dire que je ne me sens pas comme si c'était un sacrifice parce que, vous savez, quand vous sauvez un enfant ou une femme ou vous lui avez redonné goût à la vie, je pense que pour moi, c'est la plus grande récompense. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de passer sur GLTV1.com. C'est celle qu'on appelle Dada Christine. Là-bas, vraiment, dans la Cité de la Joie. Elle est parmi nous, Solange Mwakalakabamba. On a eu Dada Christine aussi à nos côtés. Jumbo Solange, my sister. Voilà. C'était la sister de tout le monde, Dada Christine de Schrijver, ici aussi sur GLTV1.com à Bruxelles pour un prix à ses côtés. Une grande dame aussi, donc soutenez-les, on a besoin de vous, on a besoin de tous ces gens qui militent pour cette cause, le docteur Denis Mukwege, tous les gens qui sont derrière cette cause qui est la République démocratique du Congo. Merci. Bonjour Madame Chouchou Pimenta. Bonjour. Vous êtes venue pour acheter ce livre et la personne en question, Eve Ensler, l'a dédicacé. Quel sentiment avez-vous par rapport à cela ? Ben, ça me touche beaucoup. Je suis très contente d'être venue. C'est Elena qui m'a invitée et franchement, je sais pas quoi dire, mais j'ai reçu beaucoup d'informations et j'ai hâte maintenant de lire le livre et de continuer et de voir un peu de quoi ça parle et qu'est-ce que je veux en tirer de positif dedans. Tout à fait. En tout cas, nous vous encourageons de le lire parce que il y a vraiment une source de joie et on peut dire d'espoir
dans de tels livres, les gens qui vivent ce quotidien-là, qui n'est pas toujours positif, ce quotidien-là qui ne permet pas de rire, mais à travers de tels écrits, on se dit qu'il y a quand même une lueur quelque part. Je vous demande de le lire avec beaucoup d'attention et je sais qu'il y aura vraiment du positif dans ça. Courage et lisez-le avec beaucoup de dignité aussi. Merci beaucoup. Merci. Donc, de l'autre côté, j'ai Miss Elena Matundu qui nous avait dit il y aura quelque chose à Bruxelles, venez nombreux, GLTV doit être au rendez-vous. Merci Miss Elena Matundu. À tel événement, la femme est encore une fois mise à l'honneur. Jefaya, qui est là où il faut être. On dit Jefaya quand il y a des événements comme ça. Je ne sais pas comment elle arrive à savoir ça, mais elle est toujours là. Miss Elena Matundu, bonjour. Bonjour Rika de Young, bonjour Toubak Bagbour. Je le dis bien, j'espère. Oui, tu le dis bien. Un tel événement, Miss Elena, encore une fois, on remet cette souffrance en République démocratique du Congo, le Kivu. Il y a des grandes dames qui ont aussi pu permettre à toute cette communauté qui était aussi aujourd'hui pour pouvoir leur expliquer aussi qu'il y a une sonnette d'alarme sur laquelle on doit vraiment tirer. Miss Elena, un petit mot sur ça. En fait, si je suis venue aujourd'hui cet après-midi, c'est surtout parce que j'ai su que Eve Ensler allait recevoir le prix, le docteur honoris causa de l'UCL et qu'elle serait présente à Filigrane, chez Filigrane aujourd'hui pour être présentée donc au public. Et voilà, à ses côtés, il y a toujours donc sa fidèle amie Christine Schuller de Schrever, avec qui elle a fondé donc la Cité de la Joie. Donc je pense que ce sont deux grandes dames qui font beaucoup pour le Congo, qui font beaucoup pour la femme congolaise. Et donc, effectivement, je tenais à ce que ça soit su. Et bon, effectivement, GLTV est toujours là où il faut, quand il faut. Donc, c'était normal que GLTV soit là. Et voilà. Donc, c'était important pour moi de rencontrer les deux dames aujourd'hui. J'avais vraiment besoin aussi qu'elles voient mon ami Chouchou. Et voilà, c'est encore un grand pas pour la cause, étant donné que ce docteur honoris causa va encore faire la lumière sur ce qui se passe à l'est du Congo. Voilà, Miss Elena Matundu, vous qui prenez aussi pour cette cause qui est la République démocratique du Congo, on voit le docteur Denis Mukwege. Aujourd'hui, on voit une autre grande dame aussi, qui est étrangère. On doit le dire, c'est pas une Congolaise, c'est pas docteur Denis Mukwege qui est congolais, c'est pas Madame Christine de Schrever qui est aussi congolaise d'origine. On revient encore en disant que quand même il y a cette sonnette d'alarme qui doit être tirée encore haut et fort parce que elle touche quand même beaucoup de gens. En tant que présidente de Jefaya, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que quand je vous dis qu'est-ce qu'on peut dire, c'est parce que je vous donne cette parole en disant à tous ces gens qui militent pour cette cause, en leur encourageant, en leur demandant c'est faisable, on peut aider notre communauté, à sortir de ce monde-là de souffrance, de douleur quotidien. Miss Elena. Oui, et pour commencer, donc voilà, Jefaya, ce qu'on fait surtout, c'est de la sensibilisation, communication, donc information, pour qu'on n'oublie pas ce qui se passe donc à l'est du Congo. Et comme Christine l'a dit tout à l'heure, ceux qui veulent absolument aider, toute cette organisation qui prend en charge donc ces femmes, effectivement, sur le site de la Fondation Panzi, vous trouvez des numéros de compte qui sont fiables, où vous pouvez faire ce versement de dons, et en étant sûr que ça arrive sur un compte qui est vraiment très fiable. Voilà, donc voilà, moi je voudrais mettre en lumière seulement le travail de ces femmes qui sont pour moi extraordinaires, qui ont tout laissé pour se consacrer donc à la cause, et voilà. Donc il faut absolument qu'on continue à les soutenir et qu'elles comprennent que nous aussi nous sommes fiers d'elles et qu'on leur demande que ça, qu'elles continuent leur travail. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Nous revenons encore une fois sur cette cause qui est la République démocratique du Congo, le Kivu. En tout cas, quand nous touchons ces personnes qui militent pour cette cause, nous avons mal au cœur parce que nous disons que cette souffrance persiste encore chez nous. Donc, nous devons faire quelque chose, nous devons changer ce monde, nous devons arrêter de pleurer, nous devons aider notre communauté de garder le sourire, notre communauté d'ouvrir le cœur, de pouvoir vivre des moments aussi heureux dans leur vie. Nous remercions Jefaya, Miss Elena Matundu, sans oublier le docteur Mukwege, Eve Ensler, Madame Christine de Schrever et tous les gens qui ont permis qu'on soit ici ce soir. Donc un grand merci à vous tous. Restez toujours connectés sur gltv1.com. Comme on le dit toujours, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve chez nous. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci.